C'est une des plus grandes énigmes politiques de l'histoire française récente. Une histoire de rupture, de ce qui a été perçu comme une trahison et de conséquences que personne n'avait vraiment prévues. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce grand basculement. La question centrale, elle est à la fois toute simple et vertigineuse. Pendant des décennies, l'équation paraissait évidente, la gauche, c'était le parti des ouvriers. Aujourd'hui, cette alliance historique est en miettes. Alors, comment on en est arrivé là? C'est tout l'objet de notre analyse. Pour bien comprendre, il faut d'abord poser le diagnostic de ce qui s'est passé. Un véritable transfert politique. Un réalignement majeur qui a complètement redessiné la carte électorale française. À l'origine, l'ADN de la gauche était on ne peut plus clair. Son identité s'est forgée dans la lutte des classes. Sa mission était fondamentalement économique, défendre le monde du travail face au monde du capital. Et ça, c'était sa raison d'être. C'était simple, direct, concret. On parlait salaire, industrie, services publics, bref, la défense des conditions de vie matérielles de sa base. C'était ça son contrat social fondamental. Et puis, tout a changé. Le centre de gravité de la gauche a commencé à se déplacer. On est passé de l'économie à la culture, des questions matérielles aux enjeux qu'on pourrait qualifier de symboliques. Ce basculement, en fait, il s'est produit au cœur de ce qu'on peut appeler une double révolution. D'un côté, la mondialisation économique, qui a complètement changé les règles du jeu et démantelé le terrain de lutte traditionnel de la gauche. Et de l'autre, une révolution idéologique, en interne, qui a changé ses priorités. Deux forces colossales qui ont agi en même temps. Et là, on voit vraiment la bascule. C'est comme si tout le code idéologique avait été réécrit. On est passé d'un vocabulaire centré sur la production, le travail, la nation, à un tout nouveau lexique. Déconstruction, identité, inclusion. Le logiciel, en somme, a complètement changé. Alors d'où viennent ces nouvelles idées? Eh bien, il faut regarder du côté de plusieurs courants intellectuels. Le post-structuralisme français, bien sûr, les fameuses cultural studies anglo-saxonnes, ou encore les mouvements identitaires américains. En fait, ces idées ont offert un nouveau terrain de lutte, pile au moment où le terrain économique, lui, semblait se dérober. Et c'est là vraiment qu'on touche au cœur du paradoxe de toute cette histoire. Car cette nouvelle orientation, sans qu'il y ait eu de complot ou de plan caché, a commencé à servir, bien involontairement, le système même qu'elle était censée combattre. Le point absolument crucial à saisir, c'est cette convergence structurelle. Sans que ce soit voulu, les effets des nouvelles luttes sociétales se sont avérés parfaitement compatibles avec les besoins d'une économie de plus en plus globalisée. Alors concrètement, comment ça marche? Eh bien, il y a plusieurs mécanismes. D'abord, ça favorise l'émergence d'un individu plus mobile, plus flexible, parfait pour le marché du travail mondialisé. Ensuite, ça fragmente la société en une multitude de micro-identités, ce qui rend les grandes coalitions populaires, comme les syndicats, beaucoup plus difficiles à construire. Et enfin, ça permet aux grandes entreprises de se parer d'un vernis progressiste sur les questions de société pour justement éviter de parler des sujets qui fâchent, comme les salaires ou les conditions de travail. Il y a une phrase qui résume cette situation à la perfection. La gauche continuait de parler au nom du peuple, elle en avait l'image, mais elle était de plus en plus déconnectée de la réalité vécue par sa base historique, qui, elle, se sentait complètement laissée pour compte sur le plan économique. Et ça nous amène à un paradoxe absolument fascinant, le paradoxe du pouvoir. Historiquement, la droite était souvent freinée dans ses réformes par les syndicats et les contre-pouvoirs de gauche. Mais quand la gauche arrivait au pouvoir, elle bénéficiait d'un crédit moral immense, ce qui lui permettait, ironiquement, de faire passer des réformes libérales majeures que la droite n'aurait jamais pu imposer. L'idée, c'était un peu, si c'est la gauche qui le fait, c'est que ça ne peut pas être contre le peuple. Forcément, la conséquence de cette perception de trahison, ça a été une migration lente, silencieuse, mais absolument massive des électeurs. Un véritable exode politique. Et attention, il est essentiel de comprendre que ce n'était pas juste un vote de colère ou un coup de tête. Pour une bonne partie de cet électorat, c'était une décision tout à fait rationnelle. Chercher une autre force politique qui semblait, elle, défendre les intérêts matériels qui avaient été abandonnés. Cette base s'est donc tournée vers le Rassemblement national. Et pourquoi? Tout simplement parce que ce parti était devenu le seul qui, dans son discours en tout cas, parlait encore de protectionnisme, de souveraineté, de lutte contre la désindustrialisation. Bref, tous les thèmes qui étaient autrefois au cœur de la gauche classique. Ce graphique, il est sans appel. Il raconte toute l'histoire en une seule image. On voit un chassé-croisé spectaculaire qui s'est opéré sur plusieurs décennies. Le vote ouvrier, qui était un pilier de la gauche, est devenu petit à petit un pilier de son principal adversaire. Mais alors, comment la gauche a-t-elle pu passer à côté d'un transfert d'une telle ampleur? En fait, il y a eu plusieurs angles morts. D'abord, la conviction que l'économie n'était plus le sujet principal. Ensuite, le fait de parler d'un peuple un peu abstrait, un concept moral, déconnecté des artisans, des ouvriers, des employés, bien réel. Et enfin, l'idée que le progressisme sur les questions de société suffirait à pardonner et à compenser tout le reste.
Au fond, si on doit résumer toute cette analyse, la conclusion est assez claire. La montée du Rassemblement national n'est pas la cause du problème. C'est le symptôme le plus visible de cette rupture profonde entre une gauche de gouvernement et ce qui fut, pendant un siècle, sa base populaire historique. Et tout ça, ça nous laisse avec une question immense pour l'avenir. Est-ce qu'une force politique peut, un jour, réussir à réconcilier ces deux mondes ? Peut-elle allier la protection économique des classes populaires avec la défense des avancées sociétales, ou est-ce que cette fracture est devenue permanente ? C'est peut-être aujourd'hui le plus grand défi politique de notre époque.